Bonjour, on va commencer l'atelier. Le thème est comment gérer et protéger vos données personnelles. Donc un vaste sujet. Juste pour commencer la présentation, je vais vous dire un petit peu qui je suis. Comme ça, vous en saurez un peu plus, sachant que l'idée de cet atelier, c'est de faire un vrai retour d'expérience, de parler de cas concrets, de ce qu'on a rencontré, nous, sur le terrain, par rapport aux structures qu'on accompagne dans notre quotidien. Donc j'espère que ça fera écho chez vous et que ça évoquera quelques sujets. Donc juste pour présenter Optimex Data, on est une structure qui accompagne des organismes dans la mise en conformité au RGPD, donc le règlement général sur la protection des données, et sur la partie également cybersécurité. Donc au sens large, comment on va protéger toutes les données qu'on traite dans notre quotidien professionnel. Donc, au niveau de notre équipe, on a aussi bien ce qu'on appelle des DPO externes, délégués à la protection des données. C'est les référents sur le sujet. On a des juristes également, parce que c'est un texte de loi. Donc, il faut pouvoir interpréter ce texte et le retranscrire dans la réalité du terrain et des équipes qu'on accompagne. Et on a également des consultants en cybersécurité qui viennent rajouter cette brique sur la protection des données. Donc, au niveau d'Optimex Data, nous, notre credo, c'est vraiment d'accompagner côté pratico-pratique, comment on retranscrit un texte très juridique, qui n'est pas forcément très clair pour tout le monde. C'est un peu la boîte noire, c'est un peu les 4 lettres qui font peur à tout le monde. Et donc là, on est là pour accompagner les structures dans leur mise en conformité. Comment véhiculer aussi une image positive par rapport aux gens et aux données qui traitent dans leur quotidien. Donc, on a 3 types de prestations. On a de la formation, on est organisme de formation, on a de l'expertise RGPD et de la cybersécurité. Donc, on peut accompagner sur ces 3 piliers les structures. Donc, c'est un peu une prestation à la carte en fonction de vos besoins. On pourra en reparler plus tard si ça vous intéresse. L'idée de cet atelier, c'était vraiment de partager avec vous toutes les questions, des questions très concrètes en fait. C'est un peu les questions du quotidien qu'on reçoit de la part de nos clients pour pouvoir les accompagner au mieux tout en respectant la réglementation et leur faire le moins de contraintes possibles par rapport à leur process métier. Donc c'est vraiment ça, nous, notre mot d'ordre, c'est accompagner les équipes en faisant du RGPD une opportunité, de la cybersécurité un vrai enjeu et sensibiliser leurs équipes dans leur quotidien. Donc on va démarrer tout de suite. Donc comme on est sur un salon Alpipro, métier de la montagne et du tourisme, forcément les retours d'expérience seront en lien avec les structures qu'on a accompagnées, donc ou qu'on accompagne encore, comme des offices de tourisme, des remontées mécaniques, des mairies. Donc voilà, tout type de structures en lien avec les métiers de la montagne. Donc la première expérience que je voudrais partager avec vous, c'est la prospection commerciale. C'est un vrai enjeu, je pense, pour toute structure. C'est comment on va prospecter. On entend encore trop dire, avec le RGPD, on ne peut plus prospecter, on ne peut plus faire notre métier, c'est interdit. Donc je vous rassure, ce n'est pas le cas. Il y a juste certains prérequis à avoir en tête et surtout distinguer la prospection commerciale, à qui s'adresse-t-elle ? Quand vous prospectez, est-ce que vous prospectez auprès de particuliers ? Je pense que ça s'est affiché. Est-ce que vous prospectez auprès de particuliers ou de professionnels ? Il faut vraiment distinguer les deux. Donc, si vous prospectez auprès de particuliers, il y a un b.a.-ba à respecter. C'est avoir leur accord au préalable. On ne peut pas contacter des particuliers sans avoir leur accord. On doit également leur laisser la possibilité de s'opposer à recevoir d'autres communications. Ça, c'est prévu dans les textes. Et ensuite, on doit les informer, leur dire, voilà, on prospecte pour telle et telle raison, on va conserver vos données tant de temps. Donc, c'est vraiment distingué quand on est sur un public à cible particulier, donc du B2C. À la différence du B2B, où il y a un peu plus de souplesse, donc il faut quand même informer les professionnels quand on rentre en contact avec eux, quand on fait de la prospection commerciale avec eux. En revanche, on n'est pas obligé d'avoir leur consentement au préalable.
à partir du moment où notre secteur d'activité est en lien avec leur secteur d'activité et qu'il y a un vrai sujet. Par exemple, je suis prestataire, on fait de l'infogérance informatique, je vais démarcher un DSI auprès d'un office de tourisme, auprès des remontées mécaniques. C'est totalement en lien avec son métier et moi, le type de service que je peux proposer. D'accord ? Donc, il y a un peu plus de souplesse par rapport à ça. Donc, faites bien la distinction parce que je pense que par rapport au profil, on peut avoir les deux, mais les règles ne sont pas les mêmes. D'accord ? Après, dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est préciser votre identité. Qui vous êtes ? Comment vous avez obtenu les données ? Prendre en compte les désabonnements, ça c'est très important. Sur des offices de tourisme qu'on a accompagnés, on voyait souvent ce qu'il y a là entre les données qu'on a dans notre CRM et les données qu'on utilise et qu'on rebascule dans une solution d'emailing. Il peut y avoir des désabonnements et quand il n'y a pas de prise en compte du désabonnement, sur les prochaines communications, on n'aura pas mis à jour notre base de données parce qu'on va refaire un export de notre CRM sans avoir tenu compte de ceux qui sont désabonnés dans le logiciel. Donc maintenant, il y a de plus en plus de logiciels qui permettent ce suivi-là, mais soyez très vigilants. D'accord ? Dans tous les cas, il faut laisser la possibilité de se désabonner et bien évidemment de tenir compte de ce désabonnement. Parce que si la personne s'est désinscrite de votre mailing et qu'elle en reçoit encore et encore, les risques après c'est qu'elle porte plainte auprès de la CNIL, ce qu'on souhaite éviter absolument. Donc voilà sur ce premier retour d'expérience. L'autre sujet, c'est les newsletters. Je pense que dans le métier du tourisme, on envoie une multitude de newsletters. Donc quels sont les points de vigilance à avoir ? Donc on va se retrouver comme dans la prospection commerciale, il faut le consentement. Sur des offices de tourisme qu'on a accompagnés, au début on était surpris parce que sur une inscription à une newsletter, on voyait qu'ils ne demandaient pas seulement une adresse mail, ils demandaient quels étaient les loisirs. Est-ce qu'ils sont plutôt sport d'hiver, plutôt sport d'été ? Est-ce qu'ils viennent plutôt pratiquer des sports à la montagne en solo, en famille, entre amis ? Et on leur disait, mais pourquoi vous demandez toutes ces informations pour envoyer qu'une seule newsletter ? Donc au final, ils nous ont expliqué qu'en fonction des newsletters, donc des sujets qui étaient mis dans les newsletters, ils filtraient par typologie. Donc en gros, ils n'allaient pas envoyer une newsletter à communication pour les familles à des personnes qui n'étaient pas en famille. Donc toute la question à se poser, c'est qu'est-ce que je demande pour une inscription à une newsletter ? Quel type de données je suis en mesure de demander ou pas ? Mais dans tous les cas, il va falloir informer les personnes et leur laisser la possibilité de s'opposer. Une personne qui arrive en vacances dans une station de ski peut très bien se dire, ben voilà, là pour 2 mois avant, je m'inscris à la newsletter, comme ça j'ai les infos sur les actualités. Par contre, à la fin de mon séjour, je souhaite me désabonner parce que j'ai plus envie de recevoir ces actualités-là. Donc il faut lui laisser la possibilité de le faire. Et ensuite, dernier point, donc ça c'est ce qu'on retrouve en général, ça c'est ce que les personnes aiment le moins, surtout les équipes marketing et les équipes de communication, c'est les petites phrases en bas des formulaires, vous savez, selon le RGPD, la loi informatique et liberté, on recueille vos données pour telle raison, on les conserve tant de temps, etc. Vous pouvez vous y opposer. Donc ça c'est une obligation, d'accord ? Et c'est souvent là où on a des réserves avec nos clients, c'est qu'ils disent que ça fait des petits pavés en bas des formulaires en ligne qui sont pas toujours agréables, qui sont pas très jolis visuellement et qui cassent un peu la dynamique du site internet quand ils ont fait un travail là-dessus. Donc voilà sur ce deuxième exemple, j'espère que ça fait écho pour vous. Je vais en prendre un autre, c'est les bases de données. Donc comment je peux alimenter une base de données ? Donc ça, c'est un vrai sujet parce que c'est le nerf de la guerre. C'est comme les commerciaux, dans le tourisme, la base de données, c'est une vraie richesse. Donc, quels sont, encore une fois, les points de vigilance ? On ne peut pas utiliser des données qui sont librement accessibles sur Internet. Il faut encore une fois l'accord des personnes, les consentements ou les avertir. Donc, soyez très vigilants quand vous récupérez des bases de données. Encore une fois, là, l'idée, c'est de se poser la question, la personne qui va être listée dans cette base de données, est-ce qu'elle est OK pour être présente dans cette base-là ?
que ce soit vous qui l'ayez constitué ou que vous passiez par un partenaire. Donc à chaque fois, les personnes qui sont inscrites sur des listes doivent avoir donné leur accord. Donc soit c'est à vous de le vérifier parce que c'est vous qui constituez cette liste, soit vous passez avec un partenaire ou un prestataire qui vend des bases de données. Il faut vous assurer contractuellement qu'il s'engage à vérifier ce point-là. Sinon, vous serez responsable à la même hauteur que lui est responsable s'il y a des soucis et s'il y a des plaintes des personnes. D'accord ? Donc les bases de données, c'est une vraie utilité, mais encore une fois, soyez vigilants à comment elle est constituée. Et dans tous les cas, il faut utiliser des fichiers qualifiés et respecter les durées de conservation. Les durées de conservation au niveau du RGPD sur tout ce qui est prospection. Donc une donnée de prospect, donc quelqu'un qui n'a jamais acheté de service au sein de ma structure, on peut les garder 3 ans à compter du dernier échange avec lui. Donc un échange, ce n'est pas un monologue, c'est une vraie interaction. Parce qu'il y a des clients qui sont un peu filous, des fois qui nous disent bah, « si c'est que ça, moi, 2 ans et demi, juste avant la fin de la durée de conservation, je renvoie un petit mail, puis s'ils ne se désabonnent pas, c'est bon. » Donc c'est un vrai échange. Donc il faut conserver les données de prospects, maximum 3 ans à compter de la fin du dernier échange. Sur des relations contractuelles, donc des clients, là, la durée est de 5 ans à la fin de la prestation, à la fin de la relation commerciale. Donc voilà pour les bases de données, c'est un vrai sujet et c'est là où on a pas mal de plaintes aussi qui sont déposées auprès de la CNIL et il faut savoir que quand la CNIL a une plainte, ben elle est obligée d'envoyer un courrier à la structure pour savoir ce qu'il en est et on doit se justifier. Sur les autres bases de données, donc là on est typiquement dans ce cas-là ici, je participe à un salon avec un partenaire. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut partager nos bases de données des visiteurs qui sont venus sur notre site? Est-ce que c'est possible? Alors je vous dirai oui et non. La réponse de Normand, oui c'est possible à partir du moment où vous demandez l'accord à la personne. C'est-à-dire, ben voilà, moi je suis sur le stand, je le partage avec mon partenaire. Est-ce que vous êtes OK pour être inscrit également sur sa liste de visiteurs sur ce salon? Oui, non. Donc, en général, ça se fait sur papier ou sur formulaire en ligne. Mais il faut recueillir, encore une fois, l'accord de la personne. D'accord? Donc, c'est possible, mais ça demande une petite préparation en amont. Si vous avez mis en place des formulaires, des tablettes, j'en vois sur les stands, soyez vigilants sur le partage. Et vous aussi, si vous récupérez des données des partenaires, assurez-vous que votre partenaire de stand ait bien recueilli le consentement de la personne aussi. D'accord? Donc oui, j'ai pas affiché. Voilà. Et un dernier point, puisqu'on est aussi sur la partie RGPD cybersécurité, c'est important de sécuriser les bases de données que vous allez stocker. Donc soyez vigilants sur les prestataires avec lesquels vous travaillez, les hébergeurs. Soyez vigilants sur la façon dont vous stockez les données. Encore une fois, quand c'est des noms, prénoms, il y a un peu moins de sensibilité. En revanche, quand on commence à stocker des RIB, c'est des données qui sont un peu plus confidentielles, qui ne sont pas considérées comme sensibles au sens du RGPD. Mais quand même, soyez vigilants donc de bien sécuriser vos bases de données, de les chiffrer, de les purger. Quand vous n'avez plus besoin de conserver des données, supprimez-les. Et ça, c'est un travail qu'on fait vraiment avec les prestataires informatiques ou les services informatiques en interne pour nettoyer des bases de données. Je pense qu'on a tous dans nos ordinateurs, dans nos serveurs et dans nos bases de données encore une fois, des données dont on ne se sert plus et dont il n'y a plus aucune utilité. Et le RGPD nous impose de purger régulièrement. Ensuite, un autre exemple, c'est tout ce qui est vidéoprotection. Donc là, il y a un vrai sujet par rapport à la vidéoprotection. Les stations de ski qui peuvent mettre en place de la vidéoprotection, il y a les mairies aussi. Donc vidéoprotection, c'est quand ça filme sur la voie publique. Hein. C'est pas de la vidéosurveillance que vous avez en interne dans vos locaux. Là, on est vraiment en train de filmer sur la voie publique. Il y a aussi un enjeu RGPD.
Donc tout le monde ne le sait pas, mais c'est aussi sur ces thèmes-là qu'on accompagne nos clients. Quand on met en place de la vidéoprotection, encore une fois, il va falloir informer le public en disant attention, là vous rentrez dans un espace où il y a de la vidéoprotection. La plupart du temps, c'est pour la sécurité des personnes, la sécurité des biens. Mais encore une fois, il faut les informer. D'accord ? Donc, soyez vigilants sur les prestataires avec lesquels vous travaillez. Maintenant, ils sont plutôt aguerris sur le sujet parce que ça fait un petit moment qu'on est sur du RGPD. La durée de conservation de ces vidéos, c'est 1 mois maximum. Au bout d'1 mois, on doit supprimer. Donc soit ça s'écrase automatiquement, soit on doit les supprimer pour éviter de les conserver trop longtemps. Ensuite, il y a un autre point à avoir en tête, c'est qui a accès à ces vidéos. Qui peut nous demander d'accéder et de visionner ces vidéos? Donc, il y a les forces de l'ordre, bien évidemment, s'il y a un souci. Mais une personne peut très bien faire valoir sa demande de droit d'accès. C'est-à-dire, voilà, j'étais dans la station, moi, je veux savoir quelle image vous avez sur moi. Elle peut potentiellement y accéder. Vous ne pouvez pas lui refuser. Par contre, c'est pas parce qu'elle veut accéder à la vidéo qu'on doit lui donner une copie de la vidéo. Parce que sinon, on diffuserait de la donnée d'autres personnes la concernant. Donc, il faut mettre en place un mécanisme pour pouvoir venir consulter sur site avec un responsable à ce niveau-là et lui donner cet accès à la vidéo si elle fait la demande. D'accord ? Donc, il y a vraiment tout un sujet à ce niveau-là et même sur la vidéosurveillance après avec les salariés, mais là, c'est vraiment un autre sujet. Ensuite, une autre situation qu'on a eue, c'était un équipementier sportif qui a décidé de mettre en place une application. Donc, c'était pour une application qui permettait à ses clients d'enregistrer ses parcours en ski qu'il réalisait, donc de pouvoir géolocaliser la personne et quand il revient chez lui à la fin de son week-end, de se dire voilà, je suis passé à tel endroit ou sur du hors-piste à tel endroit, etc. Donc il y avait une application avec une création de compte, donc des données qui étaient stockées dans le cloud et de la géolocalisation de la personne. Donc là, on voit que c'est quand même très intrusif par rapport aux données qu'on a sur la personne. Donc bien évidemment, c'est pas interdit. Mais encore une fois, vous allez voir que c'est toujours la même chose. Il va falloir informer les personnes. Il va falloir leur expliquer quand elles s'abonnent à l'application, quand elles la téléchargent, de dire voilà, vous aurez telle et telle possibilité avec cette application de vous géolocaliser, d'enregistrer vos parcours. Ce sera sauvegardé à tel endroit, dans tel data center, ou en tout cas dans l'Union européenne ou en dehors de l'Union européenne. Donc de bien informer les utilisateurs de cette application. L'autre sujet, c'est la géolocalisation. Par défaut, le RGPD et la CNIL ont mis en place des recommandations. On ne peut pas géolocaliser une personne sans son accord. Donc toutes les applications, et je vous invite à faire le test quand vous téléchargez des applications, il y en a beaucoup qui demandent est-ce que je peux activer le GPS? Ça fait partie du RGPD. C'est à cause de ce texte de loi qu'on vous demande ça. Parce qu'on ne peut pas, par défaut, en ouvrant une application, avoir activé le GPS d'un téléphone. Donc systématiquement, à l'ouverture d'une application, on doit demander à l'utilisateur, est-ce que vous êtes OK pour qu'on active votre GPS sur votre téléphone? C'est une obligation. Et donc, par défaut, quand on coupe et quand on sort de l'application, il faut l'avoir désactivée. D'accord? Donc ça, c'est des vrais sujets techniques avec les développeurs quand on accompagne nos structures. Encore une fois, on a la dimension aussi sécurité. Sécurité dans le choix de l'hébergeur, où on va stocker toutes ces données-là. Parce que dans notre appli, on va avoir telle personne avec forcément un identifiant, un mot de passe. On va avoir toute sa géolocalisation quand il l'a activée, où on stocke ces données-là. Donc,
Encore une fois, il faut choisir un prestataire qui vous permette de garantir la sécurité des données. Donc il y a plein de normes ISO qui se mettent en place, qui existent, et de plus en plus de prestataires utilisent ces normes ISO pour montrer patte blanche en fait. Si vous choisissez des prestataires qui n'ont pas ces normes ISO, demandez-leur. Normalement, dans les contrats, ça doit être écrit noir sur blanc quelles sont leurs mesures de sécurité. Il y a de plus en plus de ce qu'on appelle des MTO, mesures techniques et organisationnelles, qui vous mettent en annexe de leur contrat. Donc, encore une fois, ça c'est un vrai sujet, parce que si jamais il y a une fuite de données, on va voir encore dans les prochains exemples, s'il y a des fuites de données, vous serez responsable aussi, même si c'est pas vous qui l'hébergez, parce que vous avez choisi cet hébergeur-là. Donc les vidéos souvenirs, c'est un peu la même chose. Je pense qu'on a tous testé pendant nos vacances le petit slalom avec les enfants. On est filmé ou on est chronométré et à la fin on a une borne pour rentrer notre adresse mail et recevoir la vidéo. Donc là aussi il y a un enjeu sur la protection des données et il y a des vraies questions à se poser. Et on revient encore une fois sur les mêmes sujets. Donc se poser la question de combien de temps on va conserver cette vidéo. Où on va la stocker. Nous, les recommandations qu'on fait à nos clients, c'est de leur dire la vidéo, à la fin de la journée, vous purgez tout. Normalement, c'est envoyé. Une fois que c'est envoyé sur une adresse mail, c'est plus de votre ressort. Donc, informez les personnes. À la fin de leur petite descente, ils ont la possibilité de s'envoyer la vidéo ou pas. Donc, il y a de la conservation très limitée sur ce sujet-là. Parce que ça sert à rien de stocker des informations dont j'imagine ce ne sera pas utilisé a posteriori. Et il y a un risque si jamais c'est piraté. Donc, encore une fois, c'est du bon sens le RGPD, c'est pas que de la contrainte. Nous, on le vit au quotidien. C'est se poser la question, est-ce que je conserve la donnée ou pas? Est-ce que c'est suffisamment sécurisé? C'est de se dire que quand on traite des données de particuliers ou même de professionnels, si on communiquait nos données, est-ce qu'on serait rassuré dans la façon dont on le gère, nous, en interne? Et en général, on a la réponse. Hop. Donc tout ça, c'est ce que j'ai dit. Après, sur les sites internet, je ne sais pas avec qui j'en ai parlé là juste avant le démarrage. Les sites internet, c'est le premier accès. C'est la première chose qui est visible pour vos clients, vos prospects. Maintenant, tout est numérique. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est on tape le nom de la structure, on tape le nom de la station et on va voir son site internet. Avec le RGPD et la cybersécurité, il y a des vrais sujets, encore une fois, sur les sites. Et on sait très rapidement, quand on visite un site internet, si la structure a engagé une mise en conformité et s'est posé les bonnes questions sur la sécurité informatique quand on visite leur site. Donc, il y a des B.A.B.A. Je ne les ai pas affichés. Il y a des B.A.B.A. à vérifier. Sur un site internet, on doit... Bon, ça c'est la base, mais on en rencontre encore. Avoir un certificat de sécurité. Vous savez, les HTTPS avant l'adresse, avant l'URL, ou avoir le petit cadenas qui s'affiche. Donc, c'est garantir le certificat de sécurité qui est à jour. C'est avoir également toutes les informations qui sont nécessaires sur son site internet. On se doit de publier ce qu'on appelle une politique de confidentialité. En gros, qu'est-ce qu'on fait de vos données quand on traite ensemble, quand vous venez nous contacter et quand on contractualise ensemble? C'est une obligation. Et le plus simple des moyens, c'est de le publier sur le site internet. On a également tout ce qui est gestion des cookies. C'est souvent très mal perçu par les navigateurs, par les internautes. Vous savez, le gros bandeau qui fait la moitié de l'écran et qu'on peut plus rien voir pour accéder au site internet tant qu'on n'a pas cliqué sur un des boutons. Donc, je vous invite à vous poser la question si est-ce que sur votre site internet, il y a ce bandeau cookies qui est présent, parce que c'est une obligation. Il y a de plus en plus de contrôles. L'année dernière, il y a eu énormément de contrôles et ils vont continuer à durcir les contrôles, d'avoir l'information, quel type de cookies sont activés sur le site. Je dois, par défaut, les avoir désactivés sur mon site. Et ensuite, c'est l'internaute qui va choisir de les activer et même de pouvoir les sélectionner, en activer certains, en refuser d'autres. Donc, qui dit ça, dit une politique des cookies. Et le vrai sujet, c'est l'utilisation de Google Analytics.
Donc, si vous êtes un peu penché sur la chose, la CNIL et la Commission européenne sont très claires. À ce jour, Google Analytics ne respecte pas les recommandations en matière de RGPD. Concrètement, ils incitent toute structure à ne plus utiliser Google Analytics, même le GA4 là, qui est en train de sortir, Google Analytics version 4, ils le jugent insuffisant par rapport à la protection des données. Encore une fois, le RGPD a ses recommandations. Des fois, c'est très contraignant parce que les équipes marketing ont un vrai appui sur Google Analytics. À ce jour, les alternatives qui existent, je les citerai pas pour pas faire de pub et pas dire que je suis pour telle et telle structure. Il y a des alternatives qui existent, mais c'est vrai qu'elles sont moins intuitive et moins performante que Google Analytics, il faut le dire. Après, est-ce qu'on prend le risque de nous, on a des clients, on ne peut pas se permettre de leur dire continuez à utiliser Google Analytics parce que c'est pas en règle avec les recommandations. En revanche, vous êtes le responsable de votre structure. Si vous souhaitez le faire, vous le faites avec les risques encourus. C'est tout question de risque versus avantage. Donc, certains de nos clients qui continuent à utiliser Google Analytics, on leur dit quand même, vous avez un risque. Ce qu'on vous suggère, c'est de tester l'alternative. Comme ça, si jamais un jour il y a un contrôle de la CNIL, il y a une décision qui vous impose de changer et d'arrêter l'utilisation de Google Analytics, vous savez switcher rapidement sur la solution alternative. Donc voilà, après vous ferez comme vous voulez dans vos structures respectives. Mais voilà, nous en tant que spécialistes sur le sujet, on ne peut pas vous dire de continuer d'utiliser Google Analytics. Ensuite, sur le côté plus cybersécurité, ça se fait de plus en plus. C'est simuler des attaques robots en masse. C'est ce qu'on appelle un scan de vulnérabilité, notamment quand on a un espace client en ligne, de pouvoir tester et identifier les failles de vulnérabilité. Donc nous, on le recommande de plus en plus sur les centrales de réservation pour les offices de tourisme, quand il y a les remontées mécaniques, quand il y a les achats de forfaits en ligne, de tester une attaque massive, en fait, une attaque robot, comment mon site réagit, quelles sont les failles et comment je le corrige techniquement. Voilà un petit peu ce que je peux dire sur les sites internet. Du coup, ça me fait basculer sur ce que je viens de dire, sur les violations de données. Je ne sais pas si ça vous parle. Qu'est-ce qu'une violation de données? Une violation de données, c'est quand une donnée n'est plus accessible, quand une donnée a été transmise à une mauvaise personne, donc elle atterrit dans les mains d'une mauvaise personne, quand elle a été supprimée alors qu'on devait la conserver. Donc c'est l'altération de la donnée. Donc il y a plein d'exemples de violations de données. Un salarié qui perd son PC, qui se fait voler son PC portable avec des données dessus, c'est une violation de données. Un site internet qui est piraté et qui est inaccessible pendant plusieurs jours, donc on ne peut plus accéder à son espace client, c'est une violation de données. Un mail qui est envoyé, alors ça on l'a de plus en plus, les mails où on ne met pas en copie cachée, on met en simple copie avec toute la liste des destinataires, c'est une violation de données. D'accord ? Donc, il y a une multitude d'exemples dans notre quotidien qui fait référence à une violation de données. Donc, une violation de données, ça peut toujours arriver. En revanche, il faut sensibiliser les équipes. Sensibiliser les équipes sur comment on peut diminuer ce risque-là et surtout comment agir. Nous, c'est ce qu'on essaye de mettre en place chez nos clients, c'est de la transparence. C'est pas grave, c'est OK. Vous avez envoyé un mail à la mauvaise personne, OK. Par contre, il faut le faire remonter pour qu'on puisse corriger au plus vite, avertir les personnes qui sont concernées par cette violation et le gérer rapidement. Donc en gros, bon ça je pense que j'en ai un peu parlé. Oui, c'était l'exemple des forfaits de ski. Alors ça, je pense que vous en avez entendu parler. Je ne citerai pas le nom. C'est un site en ligne où on achetait les forfaits. Et en fait, il y a l'URL pour visionner sa facture. On avait juste à changer les numéros, à les incrémenter de +1 +1 et on tombait sur les factures d'autres personnes qui n'étaient pas, enfin d'autres clients. Donc le problème a été résolu. Donc encore une fois, ça c'est des solutions techniques. Quand on génère une URL, il faut qu'elle soit aléatoire. Faut pas qu'il y ait une logique dans la construction de l'URL.
Donc là, c'était ce cas-là. Sur les saisonniers aussi. Donc là, on l'a beaucoup rencontré dans les offices de tourisme où on travaillait avec les permanents. Les permanents étaient très sensibilisés sur le sujet. Dans les process métiers qu'on avait mis en place, c'était bordé par rapport au RGPD, à la sécurité informatique. Et après, il y avait tout l'enjeu des saisonniers. Et les saisonniers n'étaient pas forcément inclus dans tous ces process-là de sécurité, de sensibilisation, etc. Donc, comment on gère l'équipe de saisonniers? Il faut les inclure comme s'ils étaient des permanents. Et dès leur arrivée, les sensibiliser quand on a mis en place des process, en fait, quand on a avancé sa conformité RGPD, quand on a des procédures pour identifier quand est-ce qu'il y a une violation de données, quand est-ce qu'il faut faire remonter au service informatique. Donc voilà, il faut vraiment les inclure et dans le process d'intégration, avoir un petit mot sur le RGPD et sur les risques de cyberattaque. Un autre sujet, les saisonniers ou les salariés, ça reste des personnes. Et vous gérez leurs données au niveau des ressources humaines quand vous les embauchez. Sur les contrats de travail, il faut avoir, encore une fois, une clause qui explique combien de temps vous allez conserver leurs données, combien de temps vous allez stocker telle et telle information les concernant. Et eux aussi, ils ont des droits en tant que salariés. Ils peuvent très bien demander un accès à leurs données. Qu'est-ce que vous avez sur moi quand vous transmettez, je sais pas, la mutuelle? Qu'est-ce que vous transmettez exactement? Qu'est-ce que vous avez conservé? Donc un salarié, on pense pas souvent que c'est une personne concernée par le RGPD. On pense souvent aux prospects, aux clients, aux partenaires, mais il faut aussi regarder en interne. Donc voilà, se poser les questions sur la partie RH. Il y a énormément de sujets, mais ça tiendrait pas là juste sur l'atelier. Donc en lien un peu avec la sensibilisation, c'est le côté cybersécurité. Donc là, c'est un exemple très simple de campagne phishing, enfin d'attaque par phishing. On reçoit un mail. Je crois que dans l'exemple qu'on a donné, c'est une pièce jointe d'un touriste qui, forcément, pour répondre à sa demande, on va vouloir regarder le fichier joint qu'il nous a transmis. Il faut être vigilant. Ça peut être des attaques par phishing. C'est les plus courants. Encore une fois, ça passe par la sensibilisation des équipes. Donc, ce qu'on est amené à mettre en place, c'est vraiment des campagnes de phishing assez régulières, une fois par trimestre, pour sensibiliser les équipes. Donc, bien évidemment, il y a tout ce qui est les mails très basiques. On voit qu'il y a des fautes d'orthographe, que c'est pas le bon lien du mail. Donc là, on se pose pas trop de questions. Mais je pense qu'ils ont pris des cours de français depuis le temps. Donc, on arrive de moins en moins à identifier quand c'est du phishing. Donc, encore une fois, ça passe par la sensibilisation parce que les failles, c'est l'humain en fait. On n'est pas robot, on n'est pas machine. Donc, ça peut arriver. Donc, savoir sensibiliser ces équipes sur ce sujet, c'est un vrai enjeu. Et pour pouvoir aussi leur expliquer l'importance de faire remonter. On est humain, on peut cliquer sur une pièce jointe. Par contre, quand on le fait et qu'on se rend compte que c'était un phishing, le faire remonter immédiatement parce qu'après, ça peut infester les autres PC, les autres réseaux. Donc là, on se retrouve plus sur une cyberattaque. Donc on a subi une cyberattaque. Il y en a malheureusement de plus en plus. Donc ça peut avoir plusieurs formes. C'est le site internet qui est piraté. Ça peut être des tentatives d'accès, ça peut être les rançons logiciels où on doit payer pour avoir accès. Donc, comment on gère ça? En gros, on le gère en 3 étapes. La première chose, c'est avoir sensibilisé, encore une fois, les équipes sur les premiers réflexes. Au niveau informatique ou même nous, en tant que DPO externe, on n'a pas forcément l'information puisqu'on n'est pas sur le terrain. Et même les DSI, ils ne sont pas sur le terrain, les équipes informatiques. Donc, il faut nous faire remonter l'information et savoir qui alerter. Si les salariés ne le savent pas, ils ne feront jamais remonter l'information. Ensuite, une fois que les premiers réflexes ont été respectés, c'est piloter la crise. C'est qu'est-ce qu'on met en place. Donc, ça veut dire que ça a été anticipé. On réfléchit à tout ça en amont. Et on a mis en place des sauvegardes qui sont elles-mêmes sécurisées pour pouvoir réinstaller toutes les données. D'accord? Donc, il y a toute une situation de gestion de crise qui doit être préparée en amont pour pouvoir être opérationnel si ça arrive. Et on dit souvent sur la partie informatique, on se pose jamais la question de est-ce qu'on va subir une cyberattaque, c'est quand est-ce qu'on va la subir.
ou est-ce qu'on l'a peut-être déjà subi, on s'en est pas rendu compte. Donc, encore une fois, c'est de l'anticipation, de la préparation. Et la sortie de crise, c'est tenir la liste des attaques qu'on a pu avoir. C'est à chaque fin de crise se poser la question de se dire ok, là il y a eu telle faille qui a été exploitée, on va mettre en place une sécurité supplémentaire pour limiter le risque d'une nouvelle attaque. Encore une fois, le risque zéro n'existe pas, il n'existera jamais. Il faut juste être prêt pour tout réinstaller quand on a besoin de tout réinstaller. Et pour finir, je vous ai mis le rapport 2022 du site Cybermalveillance. Il y a 2 sujets. Là, sur la première diapo, c'est le top 3 des demandes d'assistance, donc par typologie. Il y a les 3 typologies, il y a les particuliers, il y a les entreprises et les collectivités. Donc on voit qu'à chaque fois, les renseignements qu'on va chercher, c'est en lien avec le phishing, les attaques par phishing. Après, on a beaucoup de sujets sur les rançons logiciels et les piratages de comptes. Donc ça, c'est les 3 types de recherches qui sont faites. Et on voit qu'il y a quand même un sacré lien par rapport aux menaces qui ont eu lieu en 2022. Donc les attaques qui ont été recensées, encore une fois, c'est que celles connues. Donc il y en a plein d'autres, elles sont peut-être pas identifiées à ce jour. Et donc la plus grande des attaques, c'était l'hameçonnage, donc ce qu'on appelle le phishing. Il y a eu plus 54% par rapport à l'année précédente. Le piratage de comptes, c'est exponentiel. Et les rançons logicielles. Donc là, il y en a moins, mais il reste quand même sur le podium des top 3. Il y en a moins que les années précédentes. Et il y a eu un vrai boom sur le piratage des comptes, d'où l'importance, pour faire un petit focus sur les créations de comptes. Si vous avez des espaces en ligne, des comptes clients, maintenant, on n'en voit plus, je ne sais pas si c'est votre cas, mais on n'en voit plus l'identifiant et le mot de passe dans le mail. Je marque un blanc parce que ça se fait encore. Ce qui est recommandé, c'est on peut envoyer l'identifiant par mail. Et le plus simple, c'est de laisser le client créer son propre mot de passe en ayant des contraintes sur le mot de passe, qui est une certaine robustesse avec des majuscules, minuscules, caractères spéciaux, chiffres, et lui imposer une certaine longueur. À ce jour, la recommandation, c'est 12 caractères avec les 4 composants. Encore une fois, c'est en fonction du type de données qui seront stockées dans l'espace client. Rajouter de la contrainte ou pas en fonction du type de données. Donc, soyez vigilants aussi à ce sujet-là, parce qu'il y a beaucoup de piratages qui ont lieu et c'est pour ça qu'on met en place ce qu'on appelle les scans de vulnérabilité pour tester. Quand on fait un scan de vulnérabilité sur un espace client, on va voir quelles sont les failles. Est-ce qu'un robot peut potentiellement y accéder? On l'a fait sur certains clients et des fois, c'est pas grand-chose, c'est du paramétrage, c'est du réglage. Mais il n'y avait pas les bons réglages sur le back-office du site internet. Ce qui est dommage parce qu'on change juste le réglage et ça augmente la sécurité. Après, il y a plein d'autres sujets, mais voilà. Donc, soyez vigilants sur cet aspect-là. Et pour clore l'atelier, je vous ai mis un petit nuage de mots de tous les sujets qu'on a pu aborder. Pour conclure, je dirais vraiment que le RGPD est souvent perçu comme une vraie contrainte, comme une boîte noire, mais quand on travaille main dans la main avec les équipes, quand on leur amène des solutions pratico-pratiques sur un service marketing, sur un service RH, sur un service informatique, on se rend compte qu'il y a un vrai sujet là-dessus. Ça gagne aussi la confiance en interne, se dire, voilà, notre structure, notre direction, elle s'empare du sujet et elle le met pas de côté. Et en plus, vis-à-vis de l'extérieur, ça amène vraiment une image positive pour les clients, les prospects et les partenaires. Donc, je ne pourrais que vous conseiller de vous engager dans cette démarche. Encore une fois, sur du côté vraiment pratico-pratique. Il y a le côté très juridique, très technique, c'est un fait, il faut le faire. Mais aller au-delà de ce sujet-là pour accompagner les équipes dans leur quotidien. Et j'avais la dernière diapo qui est « Est-ce que vous avez des questions ?» Et dans tous les cas, si vous en avez, on est au stand A49, donc vous pourrez tout à fait venir nous voir et poser les questions peut-être un peu plus individuellement. Merci beaucoup pour votre écoute.
avez des questions? Vous avez des questions? J'avais une question par rapport à la vidéoprotection. C'était est-ce que les webcams, elles sont concernées par ça? Oui, alors est-ce que les webcams sont concernées par la vidéoprotection à partir du moment où les webcams filment un espace public? C'est de la vidéoprotection ou, enfin, je sais pas quelle est l'utilité de la webcam, quelle est la finalité, mais la sécurité. Station de ski, donc oui, ça en fait partie, ouais. Il y a une légende qui dit si les personnes sont en groupe, on peut les filmer sans avoir demandé leur autorisation. Vrai ou faux? Alors vrai ou faux? Effectivement, donc là on est plus sur le droit à l'image, on est moins sur le RGPD. Il y a cette dimension de groupe. À partir du moment où il y a une foule, on n'est pas obligé de demander le consentement de la personne. Ça, c'est un sujet aussi que j'ai pas abordé dans les retours d'expérience sur les activités qui sont organisées pour les enfants quand il y a des familles. Nous, on a eu le cas sur un office de tourisme. Le papa avait donné son accord pour prendre en photo, pour diffuser sur les réseaux sociaux l'image de son enfant qui avait participé à l'activité. Et la maman, ils étaient divorcés, l'a vu après coup. Et elle a attaqué l'office de tourisme en disant mais moi j'ai jamais donné mon accord, il faut l'accord des deux parents, ce qui est dans le quotidien quasiment impossible quand il y a des parents divorcés qui viennent en station. Comment ça se passe? Donc et pour répondre à votre question sur la foule, il n'y a pas un nombre prédéfini. Donc qu'est-ce qu'on entend par foule? Est-ce que 5 c'est une foule? Moi je dirais que non, c'est de l'interprétation et du coup c'est justifié à partir de vous, votre positionnement. Voilà, je ne sais pas quelle était votre idée, ce que vous aviez en tête, mais ouais. Donc si c'est un petit groupe de 5-10 personnes, moi je dirais qu'il faut demander l'accord. Nous on le systématise chez nos clients. Quand c'est des petits groupes, on demande l'accord. Après quand c'est une manifestation, un regroupement comme ici sur prise de foule, il y a moins d'enjeux et on tombe dans le droit à l'image, mais. Alors c'est à partir du moment où les personnes peuvent être identifiées et reconnaissables. Mais ah oui, alors prise de dos, voilà. Par exemple ici, on pourrait prendre une photo de dos de vous et il n'y a pas de sujet. Il faut avoir la visu sur le visage. C'est bon? GA4? Ouais, GA4. Donc effectivement, GA4, normalement, c'est pas autorisé par la CNIL, mais il y a des solutions de contournement a priori, avec entre autres une boîte française, c'est Sirdata, qui anonymise la donnée à travers une proxification de la donnée. Donc il proxifie, il modifie la donnée, il l'anonymise, il l'envoie après à Google. C'est vrai, c'est faux? C'est vrai, c'est faux. Je ne vais pas forcément pouvoir répondre à cette question parce qu'on n'a pas analysé cette structure-là. Donc, je ne saurais pas vous répondre si ce n'est qu'analyser leur contrat et leur process. Le positionnement de la CNIL, c'est effectivement, il y a cette proxification qui est possible, mais ils émettent des réserves. Donc, nous, vis-à-vis de nos clients, encore une fois, vu qu'on est conseil, on préfère leur dire soit vous trouvez une alternative, soit vous prenez la responsabilité de le faire en mettant en place les meilleures, c'est même pas des préconisations, mais les meilleures options qui existent. Mais par contre, soyez prêts, s'il y a une plainte, s'il y a un contrôle, à rebasculer tout de suite avec la solution alternative. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. On travaille main dans la main avec soit les webmasters, soit les équipes marketing pour tester les solutions alternatives qui existent sur le marché français. Ils les testent, ils savent comment le mettre en place et s'il y a besoin, ils le mettront en place. Mais encore une fois, nous, en tant que conseil, on ne peut pas dire allez-y, go, feu vert. C'est pas possible.
Merci. Merci déjà pour cette présentation. Bon, on se connaît déjà un petit peu parce que... Alors, j'ai pas d'action chez Optimex Data, je préfère déjà prévenir avant d'intervenir. Donc, ils ont fait un audit. Nous, dès le début, on a fondé une start-up et ils nous ont accompagnés sur un audit qui nous a permis d'y voir beaucoup plus clair sur la suite du projet. Donc, déjà, merci. Et moi, on se posait une question en ce moment parce qu'on commence à accumuler un certain nombre de données comportementales d'autant plus. Donc, c'est vraiment des données qui sont liées à des processus décisionnels dans la tête des gens. Et bien qu'elles soient anonymisées, ce sont des données dites automatiques, donc non déclaratives. Est-ce qu'il y a des textes autour de ça? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui ont été étudiées sur est-ce qu'il y a des best practices ou est-ce qu'on doit prévenir les personnes qu'on mesure des données sur leur comportement sans qu'elles le sachent, bien qu'elles soient anonymisées? Alors, donc là, il y a deux questions en une. C'est le principe de l'anonymisation et de l'automatisme. Une donnée qui est traitée en automatique, en process comme du profilage, entre bien évidemment dans le champ du RGPD. Comme il y a de l'automatisme derrière, il y a une vigilance supplémentaire à avoir. Donc, je ne vais pas forcément rentrer dans les termes techniques, mais on doit faire une analyse d'impact normalement pour pouvoir étudier quels sont les risques potentiel et comment diminuer ce risque-là quand on génère de façon automatique, quand on traite de façon automatique des données. En revanche, là, dans la question, on parle d'anonymisation. Du coup, je répondrai par une question. Est-ce qu'on est sûr que c'est de l'anonymisation et pas de la pseudonymisation? La pseudonymisation, c'est-à-dire on a une grille de correspondance. Donc, la personne qui n'a pas la grille de correspondance ne peut pas revenir sur la personne concernée et identifier la personne. En revanche, la pseudonymisation, vu qu'il y a cette clé de correspondance qui existe, il y a des failles avec toutes les vulnérabilités, les attaques qui peuvent exister, on reste dans le champ du RGPD. Et donc, on doit faire ces analyses d'impact, sécuriser d'autant plus les données et définir une durée de conservation. En revanche, si elles sont totalement anonymisées dès la collecte, on est hors RGPD, donc on n'a pas informé la personne, on n'a pas à définir de durée de conservation. Mais je reste quand même avec cette question, est-ce qu'on est sûr qu'elle est anonymisée dès le début? Est-ce qu'elle n'est pas pseudonymisée au moment de la collecte? Et voilà. Donc s'il y a de la pseudonymisation, il faut informer la personne, définir une durée de conservation, faire une analyse des risques sur la façon dont on traite la donnée, dont on la stocke, dont on la conserve. Et voilà. J'espère avoir répondu à la question. Merci en tout cas pour le retour. Alors moi j'ai une question sur la conservation des données de contact. Donc je gère d'envoi de newsletters à des cibles grand public et j'ai du mal à percevoir cette durée 3-5 ans, j'ai bien compris. Un abonné qui est abonné depuis 6 ans par exemple, qui ouvre régulièrement nos envois, qu'est-ce que j'en fais au bout de... Voilà, je dois le désabonner, le supprimer? S'il ouvre régulièrement nos envois, c'est ça que je comprends pas dans la logique pratique en fait. Merci pour cette question. Oui, on l'a aussi de la part de nos clients. Sur la newsletter, on n'est pas forcément dans de la prospection commerciale pure si la personne s'est inscrite. Voilà, donc si la personne s'est inscrite, donc elle a fait la démarche, c'est elle qui a donné son consentement, qui a renseigné son adresse mail et qui s'est inscrite. Donc dans vos newsletters, on doit retrouver le lien de désabonnement et bien évidemment en tenir compte si la personne se désinscrit. Ensuite, sur la question de la newsletter au bout de 3 ans, vu que c'est potentiellement un prospect, ou 5 ans si c'est un client, donc encore une fois, est-ce qu'on a la capacité dans la base de faire la distinction ? Je vous dirais que sur la newsletter, c'est un peu un cas à part parce que la personne s'est inscrite d'elle-même. Donc, on est vraiment dans la newsletter. Hein. Ce que je dis, c'est pas sur de la prospection commerciale, du mailing. Hein. Le côté newsletter, tant que la personne ne se désabonne pas d'elle-même, vous pouvez continuer à lui envoyer des newsletters. Ce qu'on fait avec nos clients qui sont avancés sur le sujet et qui sont volontaires là-dessus, ce qu'on met en place, quand il y a la possibilité d'identifier ceux qui ouvrent et ceux qui n'ouvrent pas, on fait un filtre sur les abonnés qui n'ont jamais ouvert la newsletter
Et au bout de 3 ans, on renvoie un mail en disant, bah voilà, vous êtes abonné à notre newsletter. On constate que depuis 3 ans où on donne une durée, vous n'ouvrez plus nos courriers. Est-ce que vous êtes toujours intéressé? Cliquez oui. Donc là, c'est pas par défaut, il me répond pas, il veut continuer. C'est par défaut, il répond pas, il ne veut pas continuer. Et on doit lui demander un acte de cliquer oui, je suis OK pour continuer à recevoir vos newsletters. Et donc on met ça en place. S'il ne clique pas par défaut, on doit considérer qu'il ne veut plus recevoir nos newsletters. Il faut un acte positif de sa part. Non, juste pour témoigner, on a un système comme ça où... alors on n'est pas sur 3 ans, on est sur beaucoup moins quand on identifie donc ce qu'on appelle nous, on a un ciblage dormeur et on leur envoie un mail au bout de, je crois que c'est 8 mois, et tant de mails pas ouverts, enfin de newsletters pas ouvertes, on lui dit vous voulez continuer ou pas, ou sinon on arrête. Et en fait, soit il clique sur le oui, donc on va lui envoyer de nouveau des newsletters, et s'il répond pas, ce qui est dans la plupart des cas, si les gens ont arrêté d'ouvrir, ils ouvrent pas spécialement ce message non plus. On les garde quand même, mais on leur envoie plus de newsletters depuis un moment en fait. Voilà, on les passe en dormeur. Les dormeurs, ce sont des gens qui n'ont pas ouvert depuis 6 mois et 3 envois. Ils sont toujours abonnés, mais on les sollicite plus en fait. Encore une fois sur les recommandations de la CNIL, les passer en dormeur entre 6 mois et 3 ans, ce serait OK. Par contre, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait à partir de ces 3 ans? Est-ce qu'on les garde encore en dormeur? Selon les recommandations de la CNIL, on est censé soit les supprimer, soit renvoyer le fameux mail. Par contre, il faut que l'intitulé du mail soit clair. C'est voilà, qu'ils le voient. Mais si vous voulez, on pourra en parler sur le stand. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, peut-être à bientôt sur le stand de A49. En tout cas, merci pour votre participation et vos questions. Merci.